Bonjour, vous souhaitez créer une ESN, une entreprise de services numériques, anciennement dénommée SS2I, Société de services en ingénierie informatique. Cette émission est faite pour vous puisque nous allons vous proposer des conseils et des astuces pour réussir la création de votre activité. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Michel Ly, consultant création et développement des entreprises à l'AFE, et Joël Carnat qui a fondé Horizon SI. Bonjour messieurs. Bonjour. Pour entrer dans le vif du sujet, Joël, est-ce que vous pouvez nous dire, quand vous avez créé votre entreprise, est-ce que vous avez fait une étude de marché ? Alors oui, absolument. Pour deux raisons. Essentiellement pour convaincre les banques de nous suivre. Parce que l'étude de marché, ça sert à prouver qu'on ne va pas dans l'inconnu et qu'on sait, qu'on maîtrise où on va. Donc il a fallu effectivement la réaliser. Et quand on n'en a jamais fait, c'est un petit peu compliqué. Donc on peut bénéficier d'aide et d'accompagnement et à la création du document en tant que tel et à la manière de réfléchir à ce qu'on veut faire et comment le formaliser pour pouvoir justement produire un document qui soit intéressant et compréhensible. Et donc les deux raisons, c'était convaincre le banquier et la deuxième, savoir où vous alliez, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Montrer, prouver aux banquiers et puis aux clients qu'on sait ce qu'on veut faire, qu'on sait comment on va le faire et que on est prêt. Et alors comment vous l'avez faite cette étude de marché ? Si on rentre dans le concret, on fait du démarchage téléphonique pour savoir si les entreprises ont besoin de services numériques ? Alors, pas vraiment. On va plutôt réfléchir à ce qu'on veut faire, regarder qui fait la même chose éventuellement que nous, et ensuite, avec par exemple la CCI, travailler sur la manière de présenter le projet, identifier si effectivement le projet qu'on veut mettre en œuvre, il a du sens, est-ce qu'il a une chance de fonctionner ou pas, est-ce que c'est pas juste une utopie, et une fois qu'on arrive à agréger ces deux axes-là, on arrive à produire un document correct. C'est la bonne méthode, Jean-Michel, pour faire l'étude de marché ? C'est la très bonne méthode. C'est simplement, en fait, comme je rejoins Joël, c'est une collecte et une analyse d'informations. Juste pour prouver si le marché il est existant et accessible. Et puis à partir de là, on se dit si oui, on n'y va pas. Voilà, le go ou no go. De manière générale, c'est vrai qu'on fait l'étude au niveau macroéconomique sur l'environnement. Et puis ensuite, on va affiner vraiment avec un système d'entonnoir sur l'aspect plutôt microéconomique, sur qui sont mes concurrents, quelle est mon offre demain, et comment en fait demain je m'insère sur le marché. Voilà. Et ces informations, via les sites, je suppose, de l'INSEE, des chambres consulaires et de l'AFE, on les récolte assez facilement ? Alors assez facilement, oui, tout à fait. Oui. On a des dossiers projecteurs sur le site Internet, il y a pas mal d'informations même sur Internet. Pour moi, le plus dur, c'est de trouver, c'est de s'arrêter dans l'étude de marché. Voilà, au bout d'un moment, on dit stop et on dit voilà, oui ou non, on y va ou pas. Qu'est-ce qui fait que vous avez dit à un moment oui, j'y vais ? À quel moment vous avez eu ce petit déclic et qui fait que vous n'êtes pas éternisé sur cette étude de marché ? Finalement, c'est quand on a eu, avec l'accompagnant, quand on a eu fini le document et qu'une fois qu'on est passé notamment devant le banquier, parce que voilà, ça reste une création d'entreprise, et qui nous a dit « Ok, on a compris ce que vous voulez faire, on est confiant sur le fait que vous allez y arriver, on y va avec vous », là on s'est dit « Bon, c'est bon, on a fait ce qu'il fallait, on n'a pas été trop loin ou pas assez loin, voilà ». C'était un peu comme ça qu'on décidait. Et comme on parle de banque et de financement, quel est le capital que vous avez récolté pour vous lancer ? Alors, on a mis en place un capital à hauteur de 15 000 euros. Parce que, alors on aurait pu le faire plus faible, mais c'est vrai qu'étant une société dans l'informatique, on avait plutôt vocation à interagir avec des sociétés qui pouvaient être plus grandes et qui pouvaient être rassurées par un capital social qui soit un peu élevé. Alors comment, Jean-Michel, on détermine le capital qu'il faut et peut-être les besoins en financement lorsqu'on va créer son entreprise ? C'est vrai que le capital dépend du type d'activité. Effectivement, il va être différent si on est par exemple un consultant qu'une activité industrielle ou autre. Et ça que le capital, c'est quelque part la vitrine de l'entreprise. Donc on va accorder un certain crédit pour quelqu'un qui va mettre 500 euros seulement ou quelqu'un qui mettra 15 000 ou plus. Donc le capital, si vous voulez, ça va rassurer les clients, les fournisseurs, enfin vraiment l'écosystème. Après, il n'y a pas vraiment de montant idéal, mais après c'est en fonction des moyens. Et après, rien ne nous empêche de l'augmenter l'année suivante, bien sûr.
Et ce capital, pour le financer, en général, il faut un apport personnel et puis aller démarcher les établissements financiers. C'est ce qui s'est passé pour vous, Joël? Oui, c'est ça. On avait une partie en apport personnel et une partie qu'on a financée grâce à des prêts, ouais, effectivement. Et c'est ce que vous recommandez aussi? Tout à fait, ouais. Le statut, c'est une question qui se pose aussi régulièrement. Alors, c'est un vaste sujet, mais en quelques mots, quel statut vous avez choisi? Et après, Jean-Michel nous dira quel statut il recommande. Alors, nous, notre statut est SAS. Après, de ce que j'en ai compris, de ce que j'en vois, ça change assez régulièrement. C'est-à-dire que, en fonction du moment où on va créer sa société, d'une année sur l'autre, ça peut changer. Ça va essentiellement jouer sur le nombre d'associés dans la société. Ça joue probablement dans le type d'activité qu'on peut avoir. Donc ça, c'est un sujet qui est, pour le coup, hyper spécialisé, où on a plutôt besoin d'accompagnement. Donc là, s'il y a vraiment un accompagnement à avoir, c'est notamment sur le choix de cette structure. Alors, quel est le statut qui a la cote en ce moment pour créer? Alors, il n'y a pas de statut meilleur qu'un autre. En fait, chaque statut a des plus et des moins. Après, ça dépend du projet, encore une fois. Je reviendrai sur la comparaison du consultant, lui qui n'a pas besoin de créer une grosse structure pour se lancer, parce qu'il va se tester, parce qu'il a une activité plus restreinte. Alors, peut-être pour une activité où ça demande une certaine garantie, par exemple, vous, Joël, voire même industriel, on a besoin d'un statut plus dur, plus solide. Ça dépend du développement, ça dépend si on veut protéger son patrimoine, ça dépend de pas mal de choses. Donc ça qu'il n'y a pas vraiment de meilleur statut. Et comme ça dépend de pas mal de choses et que ça a été évoqué par Joël, l'idéal, c'est de se faire accompagner. Tout à fait. Ouais. Hein, sur ce point-là ou sur d'autres, c'est important. Donc quand on dit se faire accompagner, par exemple vous, Joël, qui vous a accompagné? Alors, nous, c'est essentiellement le cabinet comptable. Donc, on a travaillé avec un cabinet comptable qui est spécialisé dans la création d'entreprises, justement, avec lequel on a discuté pendant très longtemps de la manière dont on voulait travailler, de ce qu'on voulait faire, de nos potentiels clients. Et en fonction de ça, il nous a proposé la meilleure solution au moment où on l'a fait, d'après ce que lui était en mesure de savoir. Qui peut accompagner au-delà de l'expert comptable? Alors vous avez les chambres consulaires, typiquement la CCI ou la CMA. Vous avez différents organismes comme l'ADI aussi. Ça dépend après du projet. Ça dépend également de l'étape du projet. Est-ce que vous êtes hanté ou post-création? Parce qu'en développement, c'est aussi différent. En fait, de toute façon, il faut être accompagné, à mon sens, à tout niveau, parce qu'on n'est pas expert dans tous les domaines, et on a besoin de se rassurer, de se confronter également en termes de vision, à votre stratégie, et puis d'avancer. Voilà. Alors tout ça, ça reste encore un peu théorique. Le succès, c'est le client, développer le chiffre d'affaires. Quand on démarre, on part de rien. Comment vous avez fait pour convaincre vos premiers clients, Joël? Alors nous, on a eu une approche qui est un peu, on va dire, particulière, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. En fait, globalement, dans l'informatique, il y a deux manières de faire. Soit on travaille avec des commerciaux qui vont faire du démarchage, appeler les gens, essayer de les convaincre, décrocher des rendez-vous. Et après, c'est à vous d'y aller et de convaincre le client. Nous, l'orientation qu'on a fait, c'est de dire, ça fait déjà 15 ans qu'on travaille. Alors pas en tant qu'indépendant, on était salariés dans différentes sociétés et de services et clients finaux. Et on a dit, les gens, on les connaît. Ça fait déjà très longtemps qu'on a bossé avec eux, on a encore de très bonnes relations. Et donc, on a pris le pari de ne rappeler que les gens avec qui on avait déjà travaillé. Et à partir de là, ça crée un espèce de réseau primaire duquel on peut éventuellement rebondir sur les relations d'une relation, sachant que le niveau 1 nous fait confiance, il est prêt à nous recommander auprès d'un autre niveau 1 de cette manière-là. Donc on arrive à atteindre un niveau 2 de cette manière. Et du coup, ça permet de décrocher au moins les premiers contrats. Jean-Michel, vous avez des astuces pour aller convaincre et en tous les cas pour aller démarcher des clients? Alors moi, j'ai un postulat, c'est d'abord secouer son imagination avant son porte-monnaie. Et puis à partir de là, je rejoins Joël sur du fait que la recommandation client est vraiment importante. Ça marche super bien. Donc là, il ne faut pas être timide. On a travaillé chez quelqu'un, ça a bien fonctionné. De lui demander, est-ce que vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par ma prestation? Et est-ce que vous pouvez me recommander ou me présenter? Il faut y aller franco. Voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Il y a ça, il y a le fait de travailler avec son propre réseau personnel. Donc moi, ce que je fais de manière très simple, je prends mon téléphone portable, tout mon réseau.
Facebook, LinkedIn, tout y passe et je regarde les contacts qui m'intéressent. Voilà. Et les classer. Et donc là aussi, on envoie un petit mail, il ne faut pas avoir peur. Au pire, on a un nom. Non, et dans le meilleur des cas, on a oui, et puis on a un nouveau client et un chiffre d'affaires qui se développe. Voilà, au moins un rendez-vous. D'accord, donc bien penser à son réseau et ne pas hésiter à le solliciter. C'est ça, surtout quand on n'a pas la fibre finalement commerciale. C'est vrai que moi, mon associé, de la même manière, on est plutôt technicien, plutôt travailler dans l'ombre en général, etc. Donc c'est vrai que le contact un peu commercial ou un peu, voilà, il faut y aller, il faut se mettre en avant et se présenter, on ne l'avait pas vraiment. Donc c'est vrai qu'on était un peu, on va dire, intimidé de le faire. Et finalement, quand on l'a fait une ou deux fois avec des gens justement qu'on connaît, donc qui ne vont pas forcément mal le prendre, voilà, ça ne fait pas le pied dans la porte du démarchage à domicile. Du coup, effectivement, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Et finalement, quand c'est fait en bonne intelligence, ça pose vraiment pas de problème. Et c'est important ce que vous venez de dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont techniciens, qui sont très bons dans leur profession, mais qui effectivement n'ont pas cette casquette commerciale, qui créent leur entreprise. Et donc, il faut juste ne pas se censurer et, entre guillemets, se violer, y aller. Et au pire, je me répète, mais c'est un nom, mais quand c'est des gens du réseau, il y a de la bienveillance et on peut donc décrocher ses premiers clients. Et alors justement, quand on a peu de moyens et qu'on veut se développer, là aussi, est-ce que vous avez quelques petites astuces à recommander? Moi, ce que je fais, c'est de manière très simple, c'est de prendre une feuille blanche et de travailler, je dirais, sur deux canaux, sur tout ce qui va être online et offline. Bien sûr, au préalable, il faut bien sûr bien connaître son client déjà d'une part. Et puis à partir de là, c'est de dire comment je fais pour toucher tel client, de quelle manière, vers quel canal, avec quel budget aussi, et de le faire du coup sur l'année. Voilà, donc ça permet également d'avoir un fil rouge et de savoir finalement qui je vais pouvoir toucher et quel événement je vais pouvoir couvrir aussi. Et si on illustre un petit peu ça donnerait quoi par exemple le démarchage online-offline et puis réseau ou pas si, Alors, par exemple, pour un restaurateur, imaginons qu'il se lance demain, il ne sait pas comment se dépatouiller sur sa communication. Il y a sûrement des événements qui lui sont importants pour lui, par exemple pour la Saint-Valentin, toute bête. Et du coup, pour préparer cet événement, il faut qu'il communique déjà avant l'événement sur Internet, parce qu'Internet est une véritable chambre d'écho. Également sur l'aspect offline, donc beaucoup plus papier, peut-être le print, j'en sais rien, des flyers. Et donc croiser un peu ces deux univers pour un événement, et ainsi de suite. Et au niveau numérique, ça donne quoi? Par exemple, en fin d'année, vous rappelez tous vos clients en disant est-ce que vous avez pensé à bien sécuriser vos réseaux? Ça peut donner ça? Alors, ça pourrait. C'est pas l'orientation qu'on a prise, nous. On rappelle nos clients pour les informer de choses qui se seraient passées dans l'entreprise, qui pourraient les intéresser. On les rappelle aussi, enfin en tout cas, on les recontacte dans le cadre d'événements particuliers. Donc moi, je bosse dans l'IT, dans tout ce qui est informatique. Donc, par exemple, des failles de sécurité qui prennent un peu d'ampleur, des problématiques de, je sais pas, des applications qui se font voler leur mot de passe, des événements un peu dont on parle big data, ce genre de choses, le cloud, des trucs comme ça. Quand on voit que ça commence à avoir une résonance un petit peu grande, c'est l'occasion de recontacter nos clients ou nos prospects en disant voilà, nous on a un avis ou pas sur cette information-là, on a éventuellement quelque chose à en dire ou pas, ou on a lu quelque part une information qu'on pense être utile, et dans ce cas-là, on la fait suivre de cette manière-là. Un petit coup de pouce est toujours le bienvenu lorsqu'on crée son entreprise. Est-ce qu'il y a des aides lorsqu'on veut créer son entreprise et plus particulièrement une entreprise de services numériques? Est-ce que vous avez bénéficié d'aides, par exemple? Alors oui, on a bénéficié d'aides. Je ne sais pas si elles sont particulières aux sociétés de services, de manière générale, mais effectivement, il y a plein d'aides, que ce soit les prêts, que ce soit les avances sur les impôts, ce genre de choses. Là, encore une fois, je pense que ça vaut le coup de se faire accompagner là-dessus, parce qu'il y en a tellement, en tout cas, il y en a un certain nombre, suffisamment pour qu'on puisse s'y perdre. Et puis, quelquefois, il y a un ordre dans lequel il faut les demander en fonction de si la société est déjà créée ou pas, il y a des aides qui sont disponibles ou pas. Enfin voilà, donc ça pour le coup, c'est vraiment intéressant de se faire accompagner sur ce sujet-là pour ne pas les louper. Vous confirmez, Jean-Michel? Faire justement dans l'ordre, tout à fait, voilà, mais faire les choses dans l'ordre. Et après, voilà, il y a des aides, il y a des prêts d'honneur, il y a du microcrédit, il y a plein de choses, il y a même de l'accompagnement. Donc je pense qu'il faut, avant de se lancer, c'est d'aller vers une chambre consulaire, par exemple, de la région, et de se présenter, et voir ce qui est possible de faire.
Pour terminer, est-ce que vous auriez un petit conseil pour celui ou celle qui va se lancer, qui va créer d'ici peu son entreprise de services numériques? Joël? Oui, alors en fait, plutôt deux finalement. Pour le même prix. Pour le même prix, c'est Bon, ça. alors 2 conseils pour le même prix. C'est ça, bien réfléchir à ce qu'on veut faire et comment le présenter. Parce que c'est vrai que moi je l'ai vécu en tant que technicien, on peut être un peu trop centralisé sur ce qu'on fait et ça devient pas intelligible pour les gens qui le sont moins. Donc bien réfléchir à ce qu'on veut faire, bien arriver à le présenter, ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est à un moment donné, il faut arrêter de réfléchir et on y va. Jean-Michel? Moi j'en ai juste un, c'est simplement de se dire et de l'accepter que même si c'est difficile de se lancer, de se développer, en fait c'est normal. Voilà, simplement c'est normal, il faut être courageux et d'avoir confiance dans son produit. Il faut persévérer. Tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, évidemment, il y a le site de l'AFE qui est une source inépuisable d'informations pour créer son activité, c'est afecreation.fr. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur l'activité de Joël et pourquoi pas devenir les prochains clients de Joël, le site internet c'est horizon-si.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle numérique et que l'esprit de demain vous accompagnent. Au revoir.